Et alors, bonjour, nous allons commencer notre webinaire du jour. Bonjour aux internautes, aux premiers internautes, bonjour aux personnes présentes dans la salle. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce webinaire qui portera sur Madagascar, plus précisément Madagascar, la démocratie inachevée. Le thème d'aujourd'hui colle à l'actualité d'une certaine mesure. C'est une actualité marquée par les tensions entre l'Algérie et la France. Actualité marquée aussi par la question des massacres coloniaux de la France. Alors, bien sûr, Madagascar est concerné par le sujet, on va en parler. On ne parlera pas que de ça, mais on en parlera. Alors, je suis Fred Guénaud, donc je suis en compagnie du modérateur Guy Lubette ce matin. Guy Lubette qui présentera notre intervenant. Et je suis accompagné également de M. Baltus, qui est docteur en sciences politiques, qui nous accompagne régulièrement. Accompagné aussi de M. Blanchet, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui assure la partie technique et parfois même la transmission des questions des internautes. On va donc commencer. Et avant de commencer, je précise les règles du jeu. Après l'intervention de Lucien, nous aurons des questions, des commentaires qui viendront de la salle et des internautes. Lucien interviendra pendant une quarantaine de minutes ou plus s'il le souhaite. Et on aura donc un débat. Vous aurez des petits papiers on va vous délivrer pour mettre vos questions. C'est plus simple pour nous, plus pratique pour répondre aux questions. Et les internautes, ça sera par le chat. Donc voilà comment les choses vont se présenter. Donc, je passe la parole tout de suite à Guy Lubet, modérateur du jour. J'espère que les internautes nous entendent, que tout se passe bien. Donc, Guy Lubet, tu as la parole. Merci beaucoup Fred. Donc c'est un grand plaisir pour moi de présenter mon ami Lucien Ralaï-Vita, ne serait-ce que son patronyme annonce la couleur, où nous n'avons pas gardé nos noms. Je lui expliquais que nous, les Antillais, nous n'avons pas gardé, les Antillais noirs n'ont pas gardé leur nom historique, leur nom d'avant 1492. On n'a pas gardé ces noms-là. Eux, ils ont gardé leur nom. C'est extraordinaire. Et donc, je disais que juste une petite anecdote, c'est comment j'ai connu Lucien. Et puis, je lui passe la parole. J'ai connu Lucien dans mon quartier, Ardeville, où nous avons un groupe de marcheurs qui fait sa petite marche tous les jours, vers les 16-17 heures. Je l'avais repéré depuis quelques semaines. J'ai dit, tiens, ce gars-là, c'est nouveau. Audacieusement, je ne sais pas comment ça s'est fait, l'un parle à l'autre. Il me dit, oui, oui, je suis de Madagascar, mais j'ai vécu à Mayotte. J'ai dit, t'as vécu à Mayotte? T'as connu Jacques Rousseau? C'est ma référence avec Mayotte. Jacques Rousseau, c'est mon cousin germain, champion, vous vous rappelez, champion historique d'athlétisme. Il me dit, mais Jacques Rousseau habitait à côté de moi. Et c'est parti. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je l'ai invité chez moi, je l'ai présenté à mes frères et cousins. On a ainsi repris contact avec Jacques Rousseau, qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans, à travers Lucien, que je remercie encore une fois pour cet intermédiaire. Et petit à petit, il s'est mis à me parler de Madagascar et il m'a intrigué parce que je ne savais même pas la superficie de Madagascar. En tant qu'intellectuel de haut niveau, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, je me suis dit, c'est une bonne raison pour qu'il vienne nous présenter Madagascar. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, vous serez libre de lui poser des questions qui vous plaira et puis il va nous amener sur ses terrains. Voilà. Bon. Donc, Lucien, Guy te passe la parole. Voilà. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus pour essayer d'avoir des informations sur Madagascar, un pays qui est méconnu souvent de la plupart de la population, dû peut-être à son insularité, mais quoique les Antilles aussi sont des îles, mais je ne sais pas, par une volonté de ne pas nous donner la parole. Avant de commencer, donc, je remercie Fred Renaud, professeur des universités en sciences politiques, directeur du Centre d'analyse géopolitique internationale
de me donner l'opportunité de parler et de débattre sur la situation à Madagascar sur le thème démocratie inachevée. Voilà. Par la même occasion, je suis aussi reconnaissant envers mon ami ici présent, Guy Libet, professeur agrégé retraité, qui m'a suggéré de donner une visibilité pour mon pays, embourbé dans de profondes difficultés malheureusement. C'est pour moi une chance d'évoquer les dysfonctionnements de Madagascar malgré les différentes ressources dont nous disposons. Voilà. Donc, après ce prélude, je vais essayer de me présenter personnellement. Donc, je suis Rana Evita Lucien, né le 17 mars 1954 à Fianarantsoa, une ville au sud de Tananarive, à 400 km. J'y ai fait mes études primaires et secondaires. Ensuite, je suis allé à l'université de la capitale malgache, qui fait partie des deux premières universités de l'Afrique. On l'appelait d'ailleurs l'université Charles de Gaulle. Et l'autre université, c'était l'université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop. Cette remarque euh, nous sert à comprendre comment la France avait quand même eu une certaine volonté de faire bénéficier les Malgaches et les Sénégalais en premier d'une culture universitaire. Après donc mes études primaires et secondaires à Fianarantsoa, je suis monté à la capitale pour faire des études universitaires dans le niveau, dans le, en particulier en éducation physique. Il faut noter qu'à ce moment-là, c'était rare, mais Madagascar était doté aussi d'une institution supérieure d'éducation physique, comme le Sénégal, comme par hasard. Donc, c'était étonnant pour la plupart des gens. Après mes études de 4 années, je suis parti prendre mon poste à Majinga, une ville qui était à 600 km de la capitale. C'est une ville balnéaire qui est agréable, mais mon séjour là-bas n'a duré qu'un an parce que avec la situation économique qui se dégradait, justement, on en parlera plus tard avec notre président Ratsiraka, qui était d'obédience communiste, le niveau de vie économique s'est dégradé à Madagascar. Donc, j'ai pris la résolution de partir, comme beaucoup de mes compatriotes à cette époque-là, pour poursuivre mes études de troisième cycle à Bordeaux. À Bordeaux. Après cela, j'ai passé mes concours et puis après, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'enseignement de l'éducation physique dans l'Académie de Bordeaux avant de venir après à Mayotte, d'être muté à Mayotte pour 4 années et en plus, après d'être muté en Guyane pour 6 années avant d'atterrir en Guadeloupe où j'ai ma fille ici présente et mes petits-enfants où je passe ma retraite. Voilà donc mon parcours personnel. Après ce parcours personnel, je vais vous parler de la situation à Madagascar avant, en 3 phases, avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Toujours dans le même thème, Madagascar, une démocratie qui a été comment inachevée. Voilà, merci. Donc, avant la colonisation, Madagascar avait une structure féodale. On avait des rois et des reines qui dirigeaient le pays euh, et avec une structure féodale et une autonomie dans la gestion du pays. On avait une langue commune et la langue commune donc qui permettait à tous les Malgaches de se comprendre, même si avec 18 ethnies, il y a une spécificité. Chaque ethnie a sa spécificité, mais on arrive quand même
à se comprendre entre nous. Donc, Madagascar, avec les différents royaumes, a réussi à fédérer en un royaume, le royaume d'Imerne, qui était dirigé par un roi, Andriana donc c'est très long. Atchoum, disent les gens, parce que les noms malgaches sont toujours assez longs. Andriana qui a su fédérer tout le pays. Et donc, c'est avec ce roi que le pays a continué comment dirais-je, à fonctionner. Le pays doit fonctionner avec les différents royaumes. Euh, Pendant ces royaumes, donc, ont été, avec l'arrivée des Français en 1895, Mais avant, tu as dit avant l'agriculture avant, c'était avant l'arrivée, il y avait les royaumes. et l'origine ethnique. Ah oui, à l'origine ethnique. Ah oui, mais je parlais du peuplement, donc après, et là, je fais le plan. Donc, le plan, donc, c'est avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Avant la colonisation, donc, on va parler du peuplement. Madagascar a été découvert en 1500 par le Portugais Diego Diaz. Euh, Madagascar était avant, c'était simplement un lieu de passage des Portugais, des Français sur la route des Indes. Donc, à ce moment-là, Diego Diaz n'a pas trouvé beaucoup d'intérêt pour Madagascar, sauf pour le ravitaillement du peuplement, du ravitaillement des navires qui allaient vers l'Inde où il y avait des conflits militaires. Donc, c'était juste pour eux un passage. Par contre, il y avait des pirates qui étaient dans la zone, hein, des pirates portugais qui allaient attaquer les navires qui passaient à côté. Parce qu'il faut se souvenir, au niveau géographique, Madagascar est séparé de l'Afrique par le canal de Mozambique. Et le canal de Mozambique, euh, après, il y a le cap de Bonne-Espérance qui contourne l'Afrique du Sud et ça passe au-dessus du nord de Madagascar, Diego Suarez. Donc, les pirates se cachaient par là pour attaquer les navires qui passaient par là. Et par contre, les navires, les Français et les Anglais qui allaient en Inde, ils faisaient une escale donc à Diego Suarez, mais sans soupçonner les richesses qu'il y avait là, à savoir les, les, les produits de rente qui se trouvaient. Donc, c'est ça au niveau du peuplement. Le peuplement malgache était composé d'Indo-Mélanésiens. Ils sont venus de la Malaisie et de l'Indonésie et ils sont venus à Madagascar, mais en plus avec les Africains de la côte est africaine. Donc, le peuplement malgache est mélangé entre les Indo-Malaisiens, d'où mes yeux bridés, et les Africains hein, qui sont sur la côte est de l'Afrique. Justement, à titre d'information, euh, je me suis fait, euh, comment dirais-je, voir les ADN aux États-Unis et dans mon profil, j'ai 48% d'Africains et 52% d'Asiatiques. À mon regret, j'aurais voulu être plus africain qu'asiatique. Donc, les Indo-Malaisiens donc, sont venus. Par contre, il y avait déjà une population qu'on appelle les Wazib, des gens de petite taille, qui habitaient déjà les autochtones qui habitaient le pays. Mais ils étaient sur les hauteurs, donc on ne les voyait pas. Mais le plus grand, le nombre de la population qui a venu s'enrichir le pays, enrichir le pays, c'est les Indo-Mélanésiens et les Africains. En plus, après sont arrivés les Arabes, c'est-à-dire des pays à côté, Mayotte ou tous les pays africains à côté. Et donc, ce qui entraîne que notre religion, on a une religion de 85% de chrétiens, catholiques et protestants, c'est-à-dire avec l'arrivée des Français et des Anglais, et 5% de musulmans avec l'arrivée des pays d'Afrique. 5% de musulmans. Donc, voilà ce qui est du peuplement. Je reviens un peu sur la présentation géographique. Madagascar
a une superficie de 587 000 km², c'est-à-dire euh, un peu plus la France et le Benelux, qui fait la France et le Benelux. Bon, la plupart des gens ne savent pas ça, mais bon, c'est une superficie quand même. On fait partie de troisième île la plus grande du monde. Donc, voilà ce qui est du peuplement, de l'origine de la population de Madagascar. Par contre, après sont arrivés des Indiens et des Chinois, dont on parlera plus tard, parce que les Indo-Pakistanais ont pris le dessus sur le commerce et détiennent les leviers du pouvoir économique de Madagascar actuellement, dont les quatre plus riches Africains de Madagascar sont des Indo-Pakistanais, de Madagascar, mais de l'Afrique même, sont des Indo-Pakistanais, les quatre plus grands. Voilà sur l'origine de la population, le peuplement, et nous allons passer donc à la période précoloniale, c'est-à-dire avant 1895, pour après prendre la période coloniale de 1895 à 1960 et arriver à l'indépendance qui est de 1960 à maintenant 2025, c'est-à-dire 65 années. Donc, comment dirais-je, avant Madagascar, donc le peuplement de Madagascar s'est fait du premier millénaire jusqu'au 15e et 16e millénaire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une population là-bas avant même l'arrivée de Diego Diaz en 1500. Donc, cette population avait ces structures de type tribal avec des chefferies, mais surtout avec des us et coutumes malgaches hein, qui ont permis de façonner notre personnalité qui se verra à plus après avec les problèmes durant la colonisation et après la colonisation, c'est-à-dire une mentalité qui est dans la résilience. Le malgache est dans la résilience. Donc, les gens s'étonnent jusqu'à maintenant pourquoi, avec des situations pareilles, Madagascar reste toujours dans une situation qui est inquiétante. Euh, donc, les rois, il y avait le roi Andriana qui a réussi à unifier le pays euh, et euh, d'aller sur tout le territoire malgache. Il a réussi à conquérir tout le territoire malgache, soit par les conquêtes, soit par alliance. Ça, c'est important parce qu'on pense qu'il y a eu toujours des violences. C'est vrai qu'il y a eu des violences, mais après, par alliance, il a réussi à unifier le pays. Après donc cela, on avait une structure avec des chefs, avec on appelle le Fuknul, c'est-à-dire la population est gérée par le peuple avec une décision qui vient d'en bas, c'est-à-dire euh, une décentration, une décentration. Donc, c'est-à-dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir au roi, ce qui était à cette époque assez, comment on appelle ça, en avance, qui était en avance. Malheureusement, l'arrivée des colons en 1895, l'arrivée par l'Ouest, avec les conquêtes du peuple Chakalave, puis après, en remontant vers les terres centrales, où il y avait le roi André Napoléon. Donc, Madagascar a dû baisser les armes et le roi Anavalne, c'était une reine, après c'était une reine qui s'appelle Anavalne III, a dû déposer les armes et Madagascar est devenu et colonisé en 1895. Donc, avant, je veux bien spécifier que avant la colonisation, Madagascar avait une structure féodale avec des rois, des reines et un fonctionnement qui a été vraiment issu de nos traditions malgaches avec le respect de chaque individu, la parole qui est donnée au plus grand nombre et les décisions prises seront prises à partir du plus grand nombre. Donc, voilà ce qui est de l'avant colonisation. Maintenant, on va passer
à 1895. De 1895 à 1960, là où il y a eu l'indépendance. En 1895, donc, euh, la France a, euh, a déposé la reine Ranaval et a l'envoyé en exil en Algérie. Les Français sont venus. Les Français sont venus, donc Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? ils sont venus à Madagascar, premièrement d'abord pour le ravitaillement sur la route des Indes. Mais après, ils sont venus exploiter les terres en voyant que la terre était immense. Donc, ils sont venus exploiter les terres avec les produits de rente comme le Le cacao, partage de l'Afrique. Alors. le moment du partage de l'Afrique aussi. Hein. Donc, il y avait une conquête. D'autres sont allés en Amérique latine, mais d'autres sont venus dans l'océan Indien et en Afrique et à Madagascar. Donc, ils sont venus pour ça. Et la reine a été exilée en Algérie. Avant, d'abord, la reine était exilée à La Réunion, mais après, on l'a envoyée en Algérie parce que le général Gallieni, celui qui est venu diviser Madagascar, a, euh, a, a, a pensé que c'était trop près de Madagascar, La Réunion. Donc, il l'a envoyée en Algérie. Par contre, cette dame a quand même eu une grande influence, même au-delà des mers, parce que en étant en Algérie, elle a pu voyager en France et passer même des séjours à Arcachon, en Gironde. Donc, malgré son éviction, on lui donnait quand même du respect par rapport à sa position. En 1895, donc, la France a séduit, essayé de séduire Madagascar en créant des routes, des écoles, des chemins de fer, hein, mais aussi par la violence, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de massacres, dans le massacre en 1947, où il y a eu 100 000 morts à Madagascar, ce qui n'est pas du tout connu dans le monde actuel. Donc, pourquoi il y a eu ce massacre? Parce que entre 1895 et 1960, euh, la France qui dominait le pays rencontrait quand même des difficultés parce qu'il y avait des nationalistes qui euh, qui se sont mis devant la France dans ce qu'on appelle les VVS, un organisme qui, en 1913, et un autre organisme, le MDRM, un mouvement pour la défense de la révolution de Madagascar. Arrivé donc, comme les Malgaches, comme tous les pays africains, et d'ailleurs, les Malgaches ont été mobilisés pour les deux guerres mondiales, en 1914 et 1918. Donc, 39. 1914-18 et 39-45. Euh, euh, comme les Africains ou d'autres pays, les Malgaches étaient en première ligne, c'est-à-dire comme les tirailleurs sénégalais ou les tirailleurs malgaches, et ils avaient été tués en premier durant les guerres. En revenant de la guerre de 39-45, les Malgaches ont compris qu'on pouvait se battre pour sa patrie. Donc, ils ont manifesté leur colère envers la colonisation et donc il y a eu des attaques sporadiques dans les gendarmeries, dans les résidences des Français, mais malheureusement, la répression a été très forte parce que 100 000 Malgaches ont été tués. Et Madagascar, par contre, malgré ce massacre, a continué toujours à vivre sous le joug de la France jusqu'en 1960, hein, et où l'indépendance a été donnée, parce qu'on s'est plus battu. C'est en 1947 qu'on a demandé l'indépendance, mais à ce moment-là, la France a créé un parti qui s'appelle PADESM, Parti des déshérités de Madagascar, qui était en concurrence avec les nationalistes qui se battaient pour Madagascar. Donc, la prise de pouvoir en 1960, maintenant on va aller en 1960, par la loi Gaston Defferre, la loi cadre, en 1958, Madagascar a été
décrété comme une communauté et devenu indépendant le 26 juin 1960. Donc, en 1960, cette indépendance a été acquise par une discussion avec les élites de Madagascar et le gouvernement français. Malheureusement, on ne peut pas parler d'élite malgache parce que les vrais nationalistes qui se sont fait tuer en 1947, qui sont allés à la guerre, n'ont pas eu droit à la parole. Donc, à partir de ce moment-là, l'indépendance 1960 a été une indépendance factice. Donc, nous allons donc enchaîner sur la période de la Première République, 1960-1972, où, après l'euphorie de l'indépendance, les Malgaches se sont rendus compte que Madagascar était toujours sous tutelle de la France, ne serait-ce qu'au niveau de de l'école, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de toutes les décisions de Madagascar étaient prises avec une certaine, comment on appelle ça, la France devait toujours donner son avis à chaque décision de Madagascar. Pour vous dire que tous les ministères avaient des conseillers français, chaque ministère, et le président de la République lui-même, le président Tirana, le premier président, il avait un conseiller français où le président devait rendre compte. Bon, durant cette période, on peut quand même euh, admettre que le niveau de vie était quand même convenable, hein, malgré que la France devait toujours imposer ses règles. Par contre, en subissant toujours les règles de la France, les jeunes malgaches en 1972 se sont révoltés parce que ils ont compris qu'on ne pouvait pas avoir une éducation en récitant toujours nos ancêtres les Gaulois. Je m'exprime, c'est-à-dire que l'éducation malgache était calquée avec l'éducation française et toutes les situations malgaches devaient suivre les restrictions de la France. Ce qui fait que la grève de 1972 a entraîné une répression en tuant une cinquantaine de morts avec les CRS qui ont tué les étudiants sur la place du 13 mai, qui est devenue la place célèbre actuellement. Oui. 1972. C'est le mai 68, mai en 72 pour nous. Voilà. Le 13 mai, oui. Euh, donc, les jeunes étudiants ont été tués par des CRS. Vous savez ce que c'est les CRS? Les CRS, c'est l'imitation, On le sait très bien. le CRS, mais nous on avait les FRS, c'est-à-dire une imitation des CRS, pour vous dire à quel point on a mimé le fonctionnement de l'administration française. Donc on avait les FRS à la place des CRS qui étaient euh, très violents, hein, mais cette milice après a été réduite au silence. Donc, ça aboutit en 1972 au changement de gouvernement, avec un gouvernement euh, dirigé en transition par un général qui s'appelle Ramanatso. Donc, c'était euh, un directoire militaire qui a pris le pouvoir en 72. Dans ce directoire militaire, donc, il y a eu un gouvernement avec le général qui était chef d'État, mais pas président, et il avait des ministres, dont plusieurs militaires, et dont il y avait comment on appelle, le capitaine de vaisseau à l'époque qui s'appelait Didier Ratsiraka. Je parle de Didier Ratsiraka parce que plus tard, cet officier supérieur allait prendre le pouvoir en 1975. Alors, ça a été le tournant en 1972 de Madagascar parce que en ayant dénoncé les accords de coopération avec la France, en expulsant les militaires français, c'est-à-dire qu'on a coupé complètement
les relations avec la France et en s'alliant avec l'Union soviétique, c'est-à-dire l'URSS de l'époque, Madagascar a coupé les ponts avec la France. Ça n'a pas été facile parce que euh, l'éducation a opté pour la malgachisation. C'est-à-dire qu'avec la malgachisation, ce qui est légitime, la population, les étudiants surtout, ont eu de difficultés après pour faire des études en Europe, en Occident. Pour remarque, non seulement le capitaine de corvette Ratsir a dénoncé les accords de coopération, a viré tous les militaires français, que ce soit dans la capitale ou à Diego Cerez, et on s'est retrouvé vraiment isolé de l'Occident, ce qui a entraîné des problèmes économiques graves. Euh, pour, euh, pour compenser cette des difficultés, euh, les enfants des dirigeants de l'époque faisaient leurs études en France, alors que les enfants des Malgaches de la population faisaient un service national d'une année, ou bien on les envoyait en URSS. Donc, en voyant cette situation, les Malgaches ont compris que le communisme ne servait qu'à une certaine minorité, contrairement à ce qu'ils pensaient, et que ce sont toujours les gens du pouvoir qui ont le privilège. Donc, pour cette raison, le pouvoir de Ratir, donc de 1972 à 91, a été donc éjecté du pouvoir. euh, Donc, c'était en 1972 à 91, 1991. À partir de 91, il y a eu encore un soulèvement populaire contre le Didier Ratsir, il est devenu amiral après, on l'appelait l'amiral rouge, et nos relations diplomatiques étaient avec les Russes, mais surtout avec la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a aidé à construire un grand palais à Madagascar qui existe toujours. Et c'était le Coréen qui avait travaillé clé en main pour nous construire ce palais. Donc, on était carrément euh, on s'est tourné carrément vers les Soviétiques. Par contre, cette orientation nous a pas mené que du bien parce que on a profité des Soviétiques du matériel militaire. On avait des avions MiG qui volaient, mais qui n'avaient aucune importance pour une île. On était une île, on n'avait pas des ennemis à côté. Puis on nous donnait des Kalachnikov et tout le matériel militaire, mais en dehors de ça, on n'avait rien qui pouvait nous aider. En plus, à ce moment-là, il y avait une euh, pénurie d'huile, des PPN, des besoins de première nécessité. Ce qui fait qu'en 91, la population s'est révoltée à cause des difficultés économiques et le président Ratsic est revenu quand même vers la France, alors qu'il a carrément jeté la France dehors, mais il est venu après avec la France. Donc, ils ont renoué avec la France Je veux dire, à cause de l'échec avec la à cause Russie. de l'échec avec la Russie. Après, en 91, il y a eu un gouvernement transitoire de 91 à 93. Et après le gouvernement transitoire, quand même, il faut savoir qu'il y avait un militaire qui était patriote et qui a voulu refaire la structure traditionnelle au niveau du fonctionnement du pays. Malheureusement, au bout d'une semaine de, de, de gouvernement, il a été tué, comme le capitaine Sankara au Burkina Faso. Là, personne ne sait cette histoire parce qu'il a été tué, parce qu'il a voulu nationaliser toutes les usines qui appartenaient à l'occupant d'avant. Donc, c'était un danger pour eux. Ils ont voulu le tuer.
Donc, après cela, donc en 91, je reviens en 91 parce que là, je fais un retour en 75 quand même avec la mort de Sankara, la Sankara et de notre commandant. Signaler quand même que Sankara a fait ses études militaires à Madagascar. Il y a une école d'officiers à Madagascar et justement, avec Ratsiraka qui était apprécié des Africains car il a dénoncé les accords de coopération. Plusieurs Africains sont venus faire leurs études à Madagascar, vu qu'on avait une université et une école d'officiers qui répondaient à leurs besoins. Donc, on arrive à 97 où le Ratsir est revenu quand même, parce qu'il y avait, entre-temps, de 91 à 97, un médecin qui a pris le pouvoir. Malheureusement, ce médecin n'a pas répondu aux attentes de la population, donc il a été éjecté par empêchement, comme disent les Anglais, impeachment. Donc, Ratsir est revenu, ce qui est étonnant. Le monsieur qui était avec les communistes, il est revenu, mais à ce moment-là, il a renoué avec la France. Malheureusement, en revenant, il a continué euh, à faire de la corruption et le pays n'allait pas toujours aussi bien, le pays était toujours dans la misère. En 2002, après une grève de 6 mois, un autre président a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir et ce président a réussi à prendre le pouvoir parce que il a été élu maire de la capitale et il a développé la capitale. Ça a été son atout, donc il a pris le pouvoir et je peux l'attester que c'est le seul président quand même de 2002 à 2009 qui a réussi plus ou moins à garder le pays dans une situation convenable. Il a refait toutes les routes, l'éducation et la santé étaient gratuites, gratuites et puis, il y avait quand même un semblant de démocratie. Malheureusement, les détracteurs, dont le futur président en 2009, André Radziwiłł, a profité de l'occasion car il a acheté un avion de 60 millions d'euros. Donc, ils ont essayé de le sortir du pouvoir en disant qu'il mélangeait les intérêts personnels et les intérêts de l'État. Donc, en 2009, il y a eu un coup d'État. Et nous allons bientôt en finir parce que je pense que c'est un peu assez long. En 2009, il y a eu un coup d'État perpétré par des militaires, mais aussi par des Indo-Pakistanais j'ai parlé tout à l'heure, qui avaient les moyens et, avec donc les Indo-Pakistanais, les militaires, avec André Radziwiłł. Donc, ils ont été tous été payés et ils ont pu faire fuir le président qui était en place en Afrique du Sud. Et depuis, bon ben, depuis 2009, c'est André Radziwiłł qui est au pouvoir, hein, avec la déliquescence du pays qui est jusqu'à nos jours. Euh, voilà ce que je veux dire, mais après, je vais finir par ouais, ouais, par le gouvernement d'André Radziwiłł. Si auparavant, on avait euh, un gouvernement qui répondait aux besoins de la population, c'est-à-dire une éducation et l'école gratuite, si les routes étaient en bon état, actuellement, on peut vous dire que toutes les routes de Madagascar sont défoncées. On avait Air Madagascar, Madagascar, une flotte aérienne qui avait plusieurs avions, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La flotte, maintenant, est détruite. Donc, actuellement, on peut dire que c'est un échec total parce que la population actuellement vit sous le seuil de la pauvreté. 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, Ouais, avec tu m'as dit, un repas par jour. jusqu'à un repas par jour et 80% sans eau ni électricité, c'est-à-dire qu'il y a des coupures d'eau tout le temps d'électricité, entraînant des manifestations, mais qui sont réprimées tout de suite par
les forces de l'ordre. Donc, le régime actuel réussit à se maintenir par l'armée, mais aussi par une élection truquée, ou même si des personnages qui ont été élus, ben, ils sont carrément mis en dehors. Donc, en ayant parlé d'avant, avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation, nous arrivons donc au terme de notre exposé en essayant de vous expliquer la situation actuelle. Le classement de Democracy Index de 2024 de l'Economist Intelligence Unit, un organisme habilité à mesurer le degré de démocratie à Madagascar dans le monde, place Madagascar dans la catégorie hybride avec un score de 5,33 sur 10. Le classement qui se base sur des critères tels que le processus électoral, le pluralisme et les libertés civiles camoufle une réalité inquiétante. Madagascar est aujourd'hui sous un régime autoritaire déguisé en démocratie. Nous pouvons vous donner à foison des illustrations des faits qui empoisonnent le pays. Pour terminer, nous allons dire que ce classement délibérément flou contribue à dissimuler la réalité d'un pays autoritaire, loin des principes démocratiques. Pour répondre au titre de notre exposé, Madagascar, une démocratie inachevée, la présentation de tous les dysfonctionnements de l'administration de notre pays démontre bien l'incapacité de nos dirigeants, je dis bien des dirigeants successifs, à mener notre pays vers les rives de la démocratie et du développement. On constate, ce constat nous a démontré que le titre de notre exposé, Madagascar, une démocratie inachevée, n'est pas usurpé. Je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Alors, l'honorable Frédéric, je, je, je me rappelle à moi-même que je suis modérateur, me demande déjà la parole. Donc, je la lui donne tout de suite. Non, non, c'est pas. Non, je veux, en attendant que les participants notent leurs questions sur les petits papiers, je veux juste prendre la parole, hein, laisser le temps. Non, je veux revenir sur la fin de l'exposé. Donc, l'exposé est très intéressant. On a beaucoup de choses. Hein. Je pense que comme le disait Guy, on ne sait pas grand-chose, pas du tout de choses sur Madagascar. Donc, le fait d'avoir présenté tous les aspects, bon, toute l'histoire de Madagascar, c'est intéressant. Alors, moi j'aimerais poser en fait deux questions, Guy, si tu le permets. La première question, c'est sur l'histoire précisément. Hier, je lisais, ou ce matin même, un article du Monde qui relatait enfin, des tensions entre la France et Madagascar à propos de crânes euh, de rois, de personnes malgaches, qui datent de massacre de 1897. Ce qui m'a surpris, parce que, bon, tu as parlé de 1947, mais je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres massacres avant, dont celui de 1847 qui aurait fait 5000 morts. C'est pas rien. Donc, la tension existe encore aujourd'hui, comme il y a avec l'Algérie. Et cette histoire de crâne me fait remarquer finalement qu'on ne parle pas de l'Algérie, mais aussi de Madagascar. On ne peut pas comme ça aucune idée. C'est la première question. Donc, euh, quel est l'état des relations entre la France et Madagascar aujourd'hui? Euh, Première question. La deuxième question, c'est sur la démocratie. Alors, c'est bien, tu as présenté l'index de la démocratie, mais moi, je suis pas, comment dire, j'en veux plus. Quoi.
J'en veux plus parce que quand on parle de Madagascar aujourd'hui, pour ceux qui savent un minimum, on parle de corruption. On parle de situation quasi fascisante, hein. Pour reprendre les termes de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui connaît bien Madagascar. Et donc, ma question est la suivante. Cette démocratie inachevée, au-delà de ce que tu as dit, est-ce qu'il y a des aspects encore plus inquiétants, comme la corruption, comme le système policier, parce qu'il paraît qu'on peut rapidement perdre sa vie à Madagascar quand on est un opposant. Alors, en quoi cette démocratie qui a peut-être existé, en quoi elle est inachevée sur ces points-là? Bon, c'est vrai que j'ai survolé rapidement cette question, surtout la question de la corruption, qui est vraiment endémique et qui concerne toutes les étages de l'administration malgache. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous voyez les policiers et les gens de la douane avec des paquets de passeports pour que vous puissiez passer rapidement à la douane. Donc, dès qu'on arrive à l'aéroport, on a la gorge serrée parce qu'on sent qu'il y a cette emprise de la démocratie qui va vous suivre jusqu'à votre départ du pays. Emprise de la dictature, Oui, de la démocratie. démocratie de la démocratie, L'emprise du emprise système. du système, oui, mais qui empêche la démocratie. Après, C'est une très bonne question. J'en ai pas parlé, même pas. Ce qui est important, on a ce qu'on appelle, il y a le crâne d'un roi qu'on va ramener, dont le président, il est fier. Le président actuel, Andrzej, il est fier. Vous voyez, je travaille pour Madagascar, je fais revenir le crâne d'un roi qui a été tué en 1897. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la France actuellement euh, euh, la France dit carrément qu'on a des îles au-delà des Seychelles, des îles qui s'appellent les îles Éparses. Et dans cette île, il y a du gaz et du pétrole en dessous. Par contre, la France et le président Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur l'île et il décrète, ici c'est la France. Alors que le président malgache, avant qu'il prenne le pouvoir, il a dit qu'il allait essayer de reprendre les îles Éparses. Et en 1979, ces îles ont été données à Madagascar par les Nations Unies, euh, par une décision des Nations Unies, une décision des Nations Unies que ces îles, comme les îles Chagos à l'île Maurice, hein, ces îles ont été décrétées qu'ils revenaient à Madagascar. Et pourtant, le président actuel, il a pas pris, hein, il n'a même plus osé parler de ces îles avec, avec le président Macron. Il devait y avoir des discussions pour ces îles, hein, mais les discussions se sont interrompues et on ne dit plus rien. Donc, ce 23 avril, le président Macron va venir à Madagascar. Alors ça, c'est avec l'étonnement de tous les Malgaches, alors qu'on a des difficultés avec les îles Éparses. Et la question qui se pose pour moi est, est-ce que le président Macron va encore dire en arrivant à Madagascar, ici c'est la France, hein? Alors surtout, pourquoi il va dire cela? Parce que le président malgache est de nationalité française, hein, après avoir rendu des services à la France en faisant le coup d'État en 2009. Donc, je ne sais pas si c'est compliqué. Tu veux dire que le président le actuel président actuel est malgache français, est et français. la nationalité C'est une française. forfaiture, ça. Oui, parce que dans l'article 42 de notre Constitution, un président malgache doit avoir la nationalité malgache. Et ça a été l'objet de manifestations en 2024 pour son élection, mais lui, il a... Donc, tu confirmes que c'est une manœuvre, une claire manœuvre de sa part, garantir ses arrières en ayant la nationalité française. En créole, on dit c'est Kourivini. Je vais te poser ma question là, sur le contexte historique. Je vais te poser la question sur le contexte historique de tout ça. Euh, je serai franc. Je serai franc avec vous que
mon rôle, c'est de, au cours des dernières semaines, ça a été de secouer mon ami Lucien. Je suis un grand persécuteur. Alors, d'abord, je lui ai dit que la phase où Madagascar était un pays indigène, autochtone, ce que vous voulez, je lui ai dit que c'est une phase que beaucoup de pays du monde ont connue. OK? Beaucoup de pays du monde, je prends la Caraïbe, Kalinago, Kalina, Caraïbes, avant que Christophe Colomb débarque. Dans Madagascar, pareil. Il y a donc des peuples locaux, autochtones. Chaque fois, c'est la même histoire. Il y a des peuples qui sont déjà là. Bon. Ensuite, les Européens maintenant. Les Européens, à partir de 1492, dans quoi se lance-t-il, Lucien? Ils se lancent dans la conquête du monde. C'est clair. On a l'Empire romain il y a 2000 ans, on a l'Empire grec, l'Empire mésopotamien, l'Empire égyptien. Ensuite, dans le Moyen-Âge, à partir de 1492, les Européens ont les moyens de se lancer dans la conquête du monde. Mais ils partent dans toutes les directions. Ils partent vers l'Amérique, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, c'est une colonie britannique, Amérique du Sud, colonie espagnole, Brésil, colonie portugaise, Guadeloupe, colonie, sauf Marie-Galante, indépendante depuis le départ. Et donc, je lui dis, mais dans le cas de Madagascar, nous les anglicistes, Bernard ne me contredira pas, 1890, c'est ce qu'on a appelé The Wild Scramble for Africa. Les anglicistes, ça se rappelle, The Wild Scramble for Africa. C'est un partage féroce de l'Afrique entre toutes les nations européennes, euh, Angleterre, Espagne, même l'Allemagne voulait sa part. Même, tu m'as dit, même l'Allemagne voulait sa part. Et donc, chaque pays européen se précipitait sur tout ce qu'il pouvait. Les Français, ils ont vu que Madagascar était libre. Là, ils varient sur Madagascar. Les Anglais, ils étaient au Kenya, ils étaient au Lesotho, ils étaient partout, les Anglais. Les Anglais ont pris la plus grosse part. Les Français étaient en Algérie. Deuxième chose maintenant, quand on parle de peuple autonome, vous avez un privilège extraordinaire sur nous. Je fais un petit clin d'œil aux Guadeloupéens que nous sommes. Vos langues historiques, vos langues millénaires, quel rôle jouent-elles aujourd'hui dans votre vie quotidienne? Vos langues malgaches d'avant 1895, elles sont encore là. Oui, ben actuellement, on parle encore en Vous malgache, parlez malgache? hein. Et même si on a eu des difficultés, je te dis, avec la malgachisation en 1972, c'est les étudiants qui sont venus après, ils ont des difficultés pour faire les études en France. Par contre, au niveau des études scientifiques, les malgaches sont vraiment bien cotés. Donc, ce qui veut dire, Lucien, que nous, tous ces pays colonisés, lorsque nous essayons de chercher ce que tu appelles Malgachisation. malgachisation, c'est comme si nous, on décidait de parler une langue africaine en Guadeloupe, je ne sais pas, moi, on n'en a pas à notre disposition. Chaque fois que nous devons nous connecter au reste du monde, nous sommes dans une contradiction entre fait local et voir que le monde est dominé par les modèles occidentaux. Madagascar est prisonnier de sa propre langue. Il ne peut pas communiquer avec le reste du monde, ni en anglais, ni en français. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? À un moment arrive, si vous malgachisez l'enseignement, qu'est-ce que tu appelles malgache? C'est-à-dire que vous employez une langue malgache dans l'enseignement. Et puis, à un moment arrive, ou si vous voulez voyager, c'est plus possible. Il y a un jeune homme qui veut poser une question au fond. Oui, il va noter, OK? Est-ce que tu vois ce que je veux Oui, dire? tu vois. Et alors, on note les questions. Il y a des questions. Alors, merci. Je vais te lire les Attends, questions. je rebondis sur Vas-y. ce que vous venez de dire. Tu as dit que c'était un handicap, que je ne t'ai pas dit ça exactement, mais si on a fait la malgachisation, les malgaches ne pourraient pas évoluer à l'extérieur, ni en anglais, ni en français. Justement, euh, la population, mais le gouvernement suivant s'est rendu compte de cet échec qu'on a remis après la langue française, et même avec Ravaloman, le président, le seul président qui a fait donner une vie convenable aux Malgaches, eh ben, on a eu l'anglais qui était en pointe aussi. Donc, on avait le malgache, le français et l'anglais. Dans votre système scolaire, désormais, on a Voilà. mis les trois. Voilà. Donc, les élèves sont bien armés pour Bien voyager à armés. travers le Ils monde. sont Très bien bien. armés. Ils sont bien Et armés. surtout, durant entre 2002 et 2009, hein, les Malgaches on était orientés vers l'Afrique du Sud et les États-Unis.
Et même le président malgache de cette époque a envoyé des étudiants aux États-Unis qui sont restés là-bas jusqu'à maintenant parce qu'ils ont une meilleure situation. Alors, je lis rapidement quelques questions que je déchiffre. Statut actuel de Didier Ratirac, c'est ça? Ouais. Quel est son statut actuel? Si, Euh, quel est de Claude? Oui. c'est une très bonne question. Didier Ratsirk, donc, a été déchu du pouvoir en 2001. Hein, quand le laitier, on appelle le laitier parce que celui qui a pris le pouvoir après, c'était un capitaine d'industrie dans l'agroalimentaire. Euh, je vais vous raconter un peu quand même comment il a été viré du pouvoir. D'abord, il ne voulait pas partir. Il avait une milice, il avait une garde présidentielle qui s'appelait le RESEP. Avec cette garde présidentielle, tu ne pouvais pas le toucher. Mais comme la population dans la capitale était en colère, il y avait 50 000 personnes dans la place du 13 mai, il a dû partir en province, c'est-à-dire chez lui, à Tamatave, chez lui. Et malheureusement, il a joué euh, sur les guerres tribales en allant là-bas et il s'est enfermé avec sa milice. Mais en plus, il a coupé les ponts. Il a coupé les ponts, il a détruit toutes les infrastructures à Madagascar. Bon, heureusement que le nouveau président s'est fait aider par ce qu'on appelle les militaires qui n'étaient pas de carrière, mais comment on appelle ça, les militaires qui, Il fait un service militaire. non, non, qui sont, tu vois, quand tu fais le service, après, on peut t'appeler Les les réservistes. Les réservistes. réservistes. Les réservistes et puis les militaires qui étaient contre, parce que les militaires, ils n'étaient toujours pas pour Ratsiraka, parce que là, c'était un pouvoir où il y avait le népotisme. C'est ceux qui les payaient, ceux qu'ils aimaient, qui avaient les grades, qui montaient en grade, donc il y a eu des colères. Donc, je reviens à la question, où était Ratsiraka? Ratsiraka a dû partir, et c'est une très bonne question. Ratsiraka a dû donc partir parce que les réservistes sont montés partout où il y avait les militaires qui ont fait des massacres. Hein. Ils ont fait des massacres, les militaires de la garde présidentielle. Mais ils ont été battus. Et vous voyez ce qui s'est passé? C'est important de savoir. Un avion français est venu chercher Ratsiraka avec 150 passagers pour aller en France où il a été exilé de 91, et pendant 5 ans, il a été exilé. Donc, avec tous les gens qui étaient accrédités et qui étaient exilés, parce qu'il y avait des attaques, comment on appelle? C'est chaud pour lui au Ah Madagascar. ouais, Il c'était chaud. s'exile en France. Voilà. C'est un pattern qui revient souvent. Et on va revenir, je vais revenir là-dessus à Ouais, la fin. ouais. À la fin. Ta Est-ce deuxième que j'ai question, répondu c'est à votre question? Ouais. Ouais. Ça m'avait toujours interpellé, justement, là. Et un jour, il me dit, mais si tu viens à Madagascar, tu demandes Henri. Elle le connaît. Hein? Ma famille le connaît. C'est ma femme et mes enfants. Il me dit, demande Henri, parce que sinon, tu auras des problèmes. Ça m'avait un peu interpellé. c'est Donc, le on frère de avait ta un peu femme? parlé, Le mais frère de ta Non, non, femme? non, on non. voulait, hein, pris le truc, pour pouvoir lui dire qu'avec lui, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Ça m'avait un peu interpellé. Alors, je rebondis là-dessus. Henri, c'était le fils d'un président de la Première République. Ah, Hein? Mais il avait plus de pouvoir, mais il vit sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'il était à Bordeaux, il ne travaillait pas et il essayait d'escroquer tout le monde parce qu'il était le fils du président, de l'ancien ministre de l'Intérieur. maintenant, je me rends compte un peu de. Voilà. Un arnaqueur. Ensuite, Claude, qu'est-ce que c'est que la relation avec les Seychelles et le Mozambique? C'est relation avec les voisins. Voilà. Quelles sont les relations entre Mada et les voisins? Oui, bon, Madagascar, du temps de Ratsiraka, justement, il n'a pas fait que de mauvaises choses. On avait, le Zimbabwe, avec le Zimbabwe, avait les problèmes où ils voulaient leur indépendance. Et Madagascar était en bonne relation avec Zimbabwe parce que au Hôtel Hilton, il y avait les militants du Zimbabwe qui faisaient une émission qui était émise au Zimbabwe pour aider le pays à avoir l'indépendance. Hein. Donc, on a une bonne relation avec le Mozambique.
avec le président Samora Machel. Et ce président qui avait de bonnes relations avec Madagascar. Donc, du temps de Ratsier, quand même, il ne faut pas lui enlever sa façon d'être dans les non-alignés, c'est-à-dire se battre pour les pays qui sont soumis encore avec le colonialisme ou qui se battaient pour leur liberté. Est-ce que je réponds à la question? Oui, oui, oui. Avant de donner la question suivante sur qui dit, cause de l'extrême pauvreté, j'aimerais revenir, Lucien, sur une chose dont tu m'as beaucoup parlé. Tu m'as beaucoup parlé de la mentalité malgache, qui est une mentalité très conciliante. Résiliente. Tu as employé le mot résilient, mais tu m'as dit que le malgache il n'aime pas sortir du rang, il n'aime pas renverser la table, renverser l'échiquier sur la table. Ouais. Tu confirmes? Euh, Sur la mentalité malgache. c'est vraiment une question fondamentale parce que on veut pas. Président, alors il répond à une question fondamentale sur la mentalité malgache. À Madagascar, c'est mal vu d'être celui qui empêche Tourner en rond. de tourner en douceur. Voilà, Voilà. voilà. C'est une question qui est récurrente parce que depuis l'indépendance, c'est-à-dire qu'on savait très bien en 1960 que ce n'était pas les nationalistes qui ont pris le pouvoir à l'indépendance, mais le PADESM, un parti qui était en accord avec la France, on n'a jamais réagi. Le peuple malgache n'a jamais réagi. D'accord? Et ça a continué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en 1972, Ratsirak a réagi quand même. Je vous le dis, je répète encore que Ratsirak a été apprécié par Non, les mais jeunes. tu parles de Razia comme président. Tu m'as dit le peuple profond, le peuple Oui, malgache profond. oui, le peuple profond. Il a une façon d'être que le monde extérieur peut mal interpréter. Tu m'as dit que Voilà. le malgache, c'est une personne paisible, une personne qui cherche toujours le contact agréable, qui n'est jamais agressif. Les malgaches ne sont pas agressifs. J'ai regardé beaucoup de clips sur Madagascar. Les gens ont toujours l'air très détendus, hein. C'est frappant, les gens ont toujours l'air très détendus à Madagascar. Bon, mais détrompe-toi parce qu'il y a eu 4 révolutions quand même à Madagascar. Il y a eu des Non, mais morts. c'est toi qui m'as dit qu'il y avait Non, des non, mais je suis tensions. d'accord avec toi. C'est-à-dire que le malgache, de par notre culture, la culture malgache, c'est une culture tolérante, c'est une culture de solidarité, de vivre ensemble. C'est cette culture qui fait notre singularité. Mais par contre, ce qui se passe actuellement, on s'étonne que les Malgaches ne réagissent pas depuis 16 années, mais je peux vous dire que quand ça va bouger, ça va être le pire réaction possible. Donc, c'est cette situation. Donc, je reviens sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous voyez un Malgache, il est très gentil. Et même comme Henri Réchamp, je dis Henri Réchamp, son père était ministre, mais il se croit ministre lui-même. Et il fait des magouilles comme ça. Bon, on a habité à Bordeaux. Nous tous, pendant 25 ans, j'ai habité à Bordeaux. Et nous-mêmes, c'est la seule position où je me suis positionné. Je me suis battu contre le président Ratsir, où on a mis en place ce président qui est le seul qui a remis Madagascar sur les rails. Malheureusement, ce président, il a commis les mêmes erreurs. Après 5 années, les 5 premières années, il a bien développé le pays. Mais après les 2 dernières années, il a confondu l'argent de l'État avec ses intérêts personnels. Et déjà, pour voir le comportement des Malgaches qui sont gentils quand même, on avait des amis qui se réunissaient avec nous tous les soirs pour renverser le président Ratsir. Mais dès que le président qu'on a soutenu a pris le pouvoir, ils nous ont oubliés, ils ont pris des postes tout de suite, ils nous ont oubliés. Alors moi, c'est pas grave pour moi parce que j'avais ma fonction à Bordeaux, mais l'état d'esprit, c'est quand même triste quand on se bat pour un pays et que dès qu'il y a un poste à pourvoir, on laisse tomber les copains et on va prendre les postes. Mais ils ne Non, sont mais, pas restés longtemps dans les postes. non, mais Lucien, je t'interromps parce que Ouais, la question suivante demande est-ce que l'extrême pauvreté de Madagascar, parce que là, tu parles de la bienveillance, la gentillesse, la résilience à Madagascar, ça, ce sont des qualités. ouais, Par contre, prendre des postes, ce n'est pas des qualités, ça. Prendre des postes, ça, c'est la corruption. C'est ce bien sûr, que j'ai écrit là. bien Est-ce sûr. que l'extrême pauvreté de Madagascar
c'est pas lié à un niveau de corruption endémique. Et comment un pays du tiers-monde, comme on disait avant, peut-il échapper à la corruption? Non, mais c'est évident que la corruption, je vous dis que à tous les étages de l'administration, vous avez la corruption. Vous devez faire comment dire, un certificat de résidence, on vous demande de l'argent. Vous devez faire, par exemple, euh, prendre votre état civil, on vous demande de l'argent. Et l'argent varie hein, de 1 € à 100 euros. Hein, vous arrivez à la douane, hein, vous arrivez à l'aéroport, on vous cherche des problèmes. Ah, monsieur, vous avez ça. Eh ben, on vous prend les affaires. Même moi qui suis malgache, j'ai rien à me reprocher. Ils essaient toujours de me coincer. Euh, eh ben, ils ne sont jamais arrivés. Mais bon, quand même, c'est quand même dommage hein, d'avoir. Et ce sont les militaires eux-mêmes, ce sont les gens du pouvoir eux-mêmes qui font la corruption. Et je suis d'accord, je n'ai pas trop insisté sur la corruption, mais la corruption, c'est vraiment le mal Qui freine le pays. voilà, qui freine le pays. J'aimerais faire une petite parenthèse. J'aimerais faire une petite parenthèse. C'est pour répondre, allez-y. On écoute notre ami, oui. Excusez-moi, vous avez l'air très pessimiste. Vous dites que c'est seule une dictature qui pourra régler ça. Ça va être une démocratie. D'apparence. C'est pas, parce que nous-mêmes, entre les jeunes qui discutent avec l'espoir de développement pour Madagascar, on, on, on est vraiment, on ne trouve pas le primaire, on est perdu. Par exemple, il y a aussi la mentalité de la facilité. À l'époque, quand la Sierra a déjà fini à couper le plan avec le pont avec la France, après, en voyant la difficulté économique au niveau du pays, quelque chose comme ça, on peut revenir encore sur la tutelle de la France et le regard de l'exemple de voir de l'UP. Je par rapport à Haïti, par exemple, qui était la première république remarquée. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. On sent que c'est une authentique intervention. OK. Et maintenant, nous sommes en train de discuter de la réalité d'une vraie corruption qui existe à Madagascar. Et une de nos amies ici présente, elle est jusqu'à dire qu'il faudrait une dictature. Une amie malgache, authentiquement malgache, elle dit une chose que peut-être nous, les Guadeloupéens, nous n'oserions pas dire, que la sortie pour Madagascar de la situation actuelle serait une sorte de gouvernement autoritaire. Donc, pour commencer, je m'appelle Tiana et je suis doctorante en géographie sur le tourisme rural pour le développement local. Et moi, ce qui m'a fait intervenir déjà, c'est le fait, c'est la question sur la pauvreté extrême à Madagascar et aussi sur le thème de l'exposé qui est la recherche de démocratie Inachevé. inachevée. Voilà. Donc, je suppose que si, en parlant du contexte réel du pays, c'est-à-dire la corruption à tous les niveaux d'échelle, ce ne sera pas possible de mettre en place une démocratie qui va être juste en forme, mais c'est peut-être plutôt une dictature améliorée, quoi, parce que ça veut dire qu'on va imposer tous les moyens de faciliter et le système, quoi, imposer les stratégies au niveau du pays parce que si on va mettre toujours en place, on va toujours chercher poser une démocratie qui pourrait être juste sous forme. Ça va pas jamais devenir pour de vrai à cause de la corruption qui règne déjà sur tout le pays. Et après, par exemple, mais on doit chercher d'autres moyens parce que la situation ne fait que se dégrader. En parlant par exemple de l'outil qui doit être euh, une vraie forme, une vraie force du pays, comme la langue par exemple, ça commence à se dégrader, ce qui est
ce qui est bien pour la population, c'est de parler français ou parler mélange franco-malgache comme ça. Et la langue même, ça commence à se dégrader. Toutes les personnes qui font des publications qui pourraient être intéressants ou bien menaçants face au pouvoir, donc là, on parle plus malgache. Ça ne constitue plus une force parce que soit ils parlent français ou d'autres langues ou bien quelques langues ou bien mélanger toujours. Donc, ça devient même une faiblesse parce que la langue, ça a tendance à créoliser de temps en temps au lieu d'utiliser la langue qui est une force géopolitique, là. Les gens préfèrent, et surtout les jeunes d'ailleurs, préfèrent parler français et aussi mélange comme ça. Donc, il y en a presque plus de force, je dirais. On n'a pas de la force militaire, les hard power, ni économique. Et même les soft power aussi, ça se dégrade. Donc, c'est pour ça que je pense, est-ce que ça pourrait être pas intéressant de partir sur un nouveau système de dictature un peu amélioré, je dirais, entre guillemets. Voilà. Ben, c'est une très bonne question, surtout que ce sont les jeunes qui les posent. C'est vrai que vu la situation actuelle à Madagascar et surtout les mentalités qui se dégradent, euh, il est assez difficile de croire qu'il y aura un changement rapide dans le pays. Par contre, vu l'origine des habitants de Madagascar, surtout l'origine indo, euh, comment on appelle ça, indo-mélanésienne, moi j'ai confiance que les Malgaches, avec sa résilience et avec une forte, comment dirais-je, un travail assez approfondi, je suis persuadé que les Malgaches retrouveront la mentalité qui est nécessaire pour notre développement. J'en suis sûr parce que le fait de me présenter ici, je sais beaucoup, on connaît beaucoup de Malgaches, bon, de notre âge peut-être un peu plus âgés, qui sont prêts même à se battre pour qu'on revienne dans la situation d'avant. Donc, moi, j'ai espoir. C'est vrai qu'il faut un dirigeant qui soit assez fort sans aller dans la dictature. Parce que maintenant, on est dans la dictature, comme je l'ai mis dans ma conclusion. On est dans une dictature déguisée. C'est déguisé. Mais seulement, on ne bouge pas. Donc, ça revient à ce que je disais, mon ami Guy, que le Malgache, quand mon ami Guy quand je l'ai rencontré, Guy m'a dit, mais Lucien, on ne connaît pas les Malgaches, à part les surfs. L'image de Guy, c'est les surfs, les chanteurs malgaches qui sont gentils. Mais il y a des Malgaches qui ont fait autre chose, mais vu notre manque de visibilité, hein, on n'y Lucien, arrive pas. Lucien, Lucien, les Surfs, c'est un groupe bagage pop des années 60, hein. Ah non, mais il y en a Donc, qui... il trahit mon âge. À l'époque où j'écoutais les Surfs, j'avais 15 ans, en 1960, OK? Donc, depuis en 1914, depuis de l'eau passait sous les ponts, OK? Mais l'image du malgache, on peut aussi utiliser nos cibés comme image de Madagascar. J'aimerais revenir à mon rôle de modérateur. Alors, j'ai ici une question de Muriel qui dit, est-ce que l'espoir est permis pour une amélioration de la situation? On a un petit peu répondu. Notre ami vient de répondre en proposant une dictature améliorée, c'est ça? Oh, oui. Question de Marc Laviolette. Quelles principales ressources minières? Tu devais parler des fameuses ressources naturelles de Madagascar, ressources Bon, agricoles. pardon. Marc Laviolette demande est-ce que ces ressources peuvent être exploitées sur les marchés, sur un grand ensemble, dans ce grand ensemble insulaire? OK, OK. Alors, Lucien, pourquoi tu commences? Je commence par les ressources, Ressources naturelles. OK. même si je n'ai pas retrouvé mes fiches. Alors, Euh, et après, on va revenir sur l'espoir. L'espoir, d'accord, OK. Au niveau agricole, Madagascar, grâce à sa superficie, bénéficie
d'un grand espace pour pouvoir cultiver du riz. Si à la Première République, on a pu exporter du riz, maintenant, on importe du riz et du riz de basse qualité. En parlant du riz, justement, comme notre régime est un régime hybride, comme ils le disent, sans parler d'un régime autoritaire, le nouveau président a fait introduire du riz hybride. Mais ce riz hybride ne correspond pas euh, aux terres de Madagascar, c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'eau et n'aura pas beaucoup de production avec cette méthode. Pourtant, on a des méthodes traditionnelles qui marchent très bien et l'ancien président que je soutiens a fait déjà des concours pour obtenir 15 tonnes d'hectares de riz, 15 à l'hectare. 15 tonnes à l'hectare. Alors qu'avec le riz hybride, ils ont dit qu'ils auront que 8, 6 à 8 tonnes. Donc, déjà, il n'y a pas de continuité de l'État. Mais Lucien, la question, c'était aux ressources agricoles et minières. Oui, mais je reviens parce que Donc, tu restes là-dessus sur le riz je pour l'instant. continue, je suis pour Le riz. Après, il n'y a pas que le riz, mais on a l'élevage. À Élevage. Madagascar, avant, on avait 8 millions d'habitants, mais 8 millions de zébus. Avant, on exportait les corned beef, c'est-à-dire les zébus En en, conserve? en conserve, hein, et puis, alors qu'actuellement, on est 30 millions d'habitants et on n'a plus encore que 8 millions de zébus. Donc, ça, c'est à cause des, comme on appelle, des exportations ou même des trafics. Parce qu'il y a des trafics de zébus qui partent de Madagascar dans les bateaux et qui vont au Brésil, qui vont aller. Et toujours dans la corruption, à cause de la corruption. Donc, au niveau agricole, je reviens parce que tu dis que je ne suis pas encore minière. Au niveau agricole, on a des produits de rente qui sont la vanille, le girofle, Les bois précieux. le bois précieux, bois de rose. Vous savez que le bois de rose, euh, on achète un lit avec le bois de rose pour 6 000 euros. Alors que Madagascar, avec le gouvernement, la transition en place, ils ont exporté illégalement des bois de rose qui ont été attrapés au Singapour. Et soi-disant, quand ils ont attrapé les Chinois là-bas, eh bien, ils ont dit que c'est votre président qui exporte pour payer les fonctionnaires. Alors, il dément, mais ces gens-là ont été vraiment condamnés en dehors. Et maintenant, je reviens aux produits miniers, Ressources aux sources minières. minières. On a de l'or, on a du nickel, on a du cobalt, on a du complan, c'est-à-dire les terres rares. On a tout, on a du saphir, hein. On n'a pas de diamant, même si on fait partie du Gondwana et qu'on s'est séparé de l'Afrique, Continent africain. du continent africain, donc on devrait avoir du diamant parce qu'on n'est pas loin du Congo. Congo. Mais pour vous dire que, ne serait-ce qu'avec les bois de rose, les bois d'ébène ou le palissandre, on pourrait déjà exporter si c'était légal pour le peuple. Je tiens à vous signaler à propos de l'or que ces dernières années, ne serait-ce que l'année dernière, on a arrêté 46 kilos d'or en Afrique du Sud. Ils ont été arrêtés en Afrique du Sud, mais pas à Madagascar. On a arrêté 36 kilos d'or aux Comores. Ils ont été arrêtés aux Comores, mais pas à Madagascar. C'est-à-dire que notre or, Dubaï, je Dubaï aussi. je vais y arriver, notre or va à Dubaï. Si l'État malgache décrète qu'on exporte 20 kilos d'or par an à Dubaï, ils disent qu'ils ont 400 tonnes d'or par an. Donc, vous voyez le problème. Et c'est Dubaï qui profite. Si vous allez à Dubaï, il y a plein d'or partout. Je ne dis pas que c'est de l'or de Madagascar, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, l'or, l'agriculteur, les ressources sont là, mais on parle aussi de ressources halieutiques, c'est-à-dire qu'on est autour du Nil avec, on peut faire de la pêche, mais malheureusement, c'est avec l'espace maritime, malheureusement, c'est les grands bateaux chinois et tout qui nous raclent les mers. Et maintenant, les pauvres malgaches ne peuvent plus pêcher et ne peuvent plus vivre tout le problème de la misère. Je pense que j'ai essayé de répondre. De toute façon, il faut répondre aussi à Muriel sur quel espoir tu proposes à Muriel
d'un avenir radieux? Moi, même si je suis au crépuscule de ma vie, Que vous suivez déjà? ouais, Moi, j'ai j'ai quand encore même, 100 ans à vivre. j'ai quand même de l'espoir qu'il y aura un changement parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de Malgaches qui sont sensibilisés et qui veulent que ça change. Malheureusement, avec la répression des forces de l'ordre, avec l'utilisation des fraudes dans les élections et avec l'argent qui coule à flot lors des élections, le pays ne peut pas s'en sortir. Donc, l'objectif, c'est de remettre le pays à flot avec un gouvernement, comme dit la jeune fille, un gouvernement qui soit vraiment euh, assez autoritaire, sans être, sans aller dans la dictature. Et je suis persuadé, et c'est vous les jeunes qui sont là, qui devez essayer d'aller dans ce sens. Mais nous, on est là pour proposer ça. On voit tout ce qui se passe en Haïti. Haïti, finalement, qui est ancien pays. Ouais. Haïti n'est jamais une manière excellente pays. Ah, Pas de parenthèse. Ouais. Est-ce que Madagascar. Madagascar, c'est on va un peu arriver la même à- chose. ça Ça on va ressemble. arriver à cette époque-là? C'est Absolument. là où un pays, entre parenthèses, plaque, qui n'est pas exemplaire, sans que les gens travaillent pour le pays. Ouais. Il y a toujours Tu vois, alors, je comprends je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. La question, je ne sais pas, elle est de qui? La question dit finalement, qu'est-ce qui distingue Madagascar des autres pays africains et des autres pays, et les autres pays? Bon, moi, j'ajoute des autres pays colonisés en termes de perspective. souvent, on va parler des indépendances. Est-ce que si on est à Guadeloupe, est-ce qu'on est pas plus de nous? Parce que non. Question, alors, camarade, nous avons notre invité. Nous avons notre invité. On va garder notre invité en première ligne. C'est lui l'invité d'honneur. Mais non, mais ce que le Ramadi Fond dit juste, je vais le répéter. Je le répète pour ce que tu as dit, je le répète pour l'enregistrement. Donc, je dis que la question que l'auditoire pose, plusieurs camarades posent, et je la pose aussi, c'est est-ce que, au fond, ces situations coloniales ou post-coloniales qui sont les nôtres. En fait, il faut dire la vérité. Hein. Nous sommes tous anciennes colonies françaises, en fait. Hein. Que ce soit l'Afrique noire, que ce soit Madagascar, que ce soit la Guadeloupe, on a ça en commun. Et tout à l'heure, j'ai dit à Bernard Philippe, c'est Venise Pascal-Damon et Isabelle Cholon-Lamotte, j'ai dit, The Wild Scramble for Africa, il y a eu aussi un scramble pour les Antilles. Ici, je disais à Lucien que la France, l'Espagne et l'Angleterre se sont battus pour ces îles. Hein. Vous avez l'île de qui s'appelait Saint-Christophe avant, en fait. C'était français, hein, on oublie ça. Hein. La Dominique, pourquoi est-ce qu'on croit créer la Dominique? Parce que c'était français. Juste à côté de la Dominique, c'était français. Sainte-Lucie était française. Donc, bref, partout dans ces régions post-coloniales, on a la même problématique. Comment nous faisons pour nous en sortir, comme dit mademoiselle, de façon démocratique autant que possible? Parce que c'est la question du jour. Démocratie inachevée. Je crois qu'il y a toutes les réponses, toutes les solutions. Lucien, toi qui es le grand Manitou, tu vas nous donner la solution. Non, Comment on s'en sort? non, mais je vais essayer de répondre. Je suis peut-être un peu chauvin par rapport au président qui était là de 2002 à 2009, parce que c'est le seul président qui a essayé de sortir Madagascar de la misère où il se trouve. Et quel était son secret? Et justement, je veux le dire. Premièrement, ce président a fait revenir, parce que là, j'étais étonné de voir une compatriote et son copain qui est malgache, qui est en Guadeloupe. Parce que je vais vous dire que avec, mes déplacements un peu partout, partout où je passe, je vois des malgaches. Hein, partout. Et je vais vous dire que dans tous les hôpitaux, il y a presque des malgaches, des médecins malgaches. Partout, il y a des informaticiens malgaches. Au Canada, il y a plein de malgaches. Aux États-Unis, il y a plein de malgaches. En Chine, le responsable de Huawei au niveau de l'informatique est une malgache. Même à Marie-Galante, il y a des malgaches. Même en Amérique il y a des malgaches. Donc, je veux dire par là, mon espoir, c'est que ces malgaches, et ils veulent tous revenir, ces malgaches, même avec un salaire de SMIC, on est prêt à revenir à Madagascar. Tous ces malgaches veulent rentrer au Madagascar. Hein? Mais seulement, le problème, c'est qu'actuellement, on est une cible. Ce qui a été mon cas, j'étais professeur à Majinga, j'aurais dû rester toute ma vie à Majinga. Mais je ne pouvais pas rester avec mon salaire, mais en plus, en me mettant des bâtons dans le roue. Quelqu'un qui travaille bien à Madagascar, on le met en prison. J'avais un oncle, pour terminer,
un Tu as dit, oncle qui tu as était... dit, est-ce qu'il y a un espoir? Non, mais ça revient à ça, et je reviens à l'espoir après. J'avais un oncle qui est médecin cardiologue, qui était médecin cardiologue à Toulouse. Il est rentré à Madagascar pour aider le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis à 60 ans à la retraite. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a développé un hôpital dans le sud du pays. Il a tout développé et toutes les générations le connaissent. Eh bien, on l'a viré par un fax. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tous les malgaches qui veulent rentrer, on le met des bâtons dans les roues. Si on ne va pas en prison, eh bien, on vous enlève de votre boulot. Donc, c'est un exemple. Ah, et j'ai fini, comme tu dis. C'est sans espoir. Non, non, non. Justement, c'est un espoir. Parce que tous les malgaches qui sont à l'étranger, comme vous, comme plein, je connais plein de jeunes. J'ai même ma fille ici qui a fait sciences politiques. Elle est prête à rentrer à Madagascar, n'est-ce pas? Hein? Mais il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui veulent rentrer à Madagascar, hein, pour développer le pays. Même s'il y en a qui restent, mais ils amènent leur contribution. Même en étant ici, même en travaillant ici, tous les Malgaches qui sont à l'étranger apportent leur contribution à Madagascar. Chacun, on amène quelque chose. Par exemple, il y a 400 millions d'euros qui est donné par la diaspora malgache au pays chaque année. Donc, c'est comme les Comoriens, les Malgaches, ils aident leur pays d'origine. Merci. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur la question d'espoir que vous avez dit tout à l'heure, parce que je suis d'accord avec l'intervenant qui a dit qu'il y a beaucoup de Malgaches qui sont conscients maintenant et qui ont la volonté vraiment de changer les choses et de développer le pays. Par contre, notre grand ennemi, c'est toujours la corruption. Donc, comme espoir, je dirais que je pèse mes mots, donc je vais changer avec un système très autoritaire et aussi fier, parce que le point commun qu'on a eu tous, je parle des pays colonisés et qui sont accaparés de force comme ça, c'est notre point commun et point faible d'ailleurs, c'est le fait de se sous-estimer, de ne pas reconnaître nos valeurs et d'avoir peur. Dès que les Occidentaux débarquent sur nos pays, on est toujours très accueillants. C'est ça le problème. C'est comme si on n'aime pas notre race ou bien on n'aime pas, on a peur de quoi, mais l'Europe est même en train de s'épuiser maintenant. C'est en Afrique qu'il se ravitaille, surtout beaucoup de plans, hein. Et même le terme qu'on cherche ici, par exemple, en parlant de la nourriture, le terme bio, là, ça n'existait pas dans nos pays parce que toute chose est bio. On n'utilise pas des engrais, des manières industrialisées comme ça pour produire. Donc, on a les moyens, mais juste qu'on se sous-estime trop et cette fierté-là et cette fermeté, autorité-là qui manque, je dirais, et de laisser la mentalité ancienne qui est trop accueillante et qu'on voit les Occidentaux et les étrangers au pays, on les priorise, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est ça, je pense, le seul espoir qu'on peut penser aux pays, aux anciens pays colonisés, je trouve. Merci. Oui, et je rebondis sur ce que ma compatriote a dit. C'est vrai que le malgache, ça revient. Et je ne suis pas encore passé, on n'est pas allé encore dans la culture traditionnelle malgache, dans l'identité malgache, dans notre respect aux valeurs traditionnelles. Et c'est ce respect-là. Par exemple, la Chine s'est développée en mettant les valeurs traditionnelles avec Confucius. voilà, avec le modernisme. Le Vietnam, c'est la même chose. Nous, en 1972, on était au niveau du Vietnam et de la Corée du Sud et de la Tunisie. Maintenant, où on fait partie des pays les plus pauvres du monde. Donc, pour répondre à la question de ma compatriote, elle a tout à fait raison. Il faut qu'on prenne confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on mette nos valeurs en relation avec le progrès actuel parce que c'est tout à fait possible. Comme elle a dit, on parle de bio maintenant, alors qu'à Madagascar, tout est bio. À Madagascar, on n'a pas de problème comme on appelle, de diabète, ni
ni d'autres problèmes. Tout est bio. Et pourquoi on ne développerait pas notre agriculture avec le bio? Ça nous ferait vraiment quelque chose. Et au niveau des produits du rente, on a du litchi, hein. C'est un proche du pouvoir en place qui exporte du litchi au détriment des pauvres agriculteurs. C'est un proche du pouvoir qui exporte de la vanille, hein, au détriment de la population. Vous voyez la corruption, il voit à haut lieu. Et je vais terminer là-dessus. Comment s'est passée la corruption? Il n'y a pas longtemps, la directrice de cabinet, là je vais me faire coincer par ceux qui me suivent à Madagascar, la directrice de cabinet du président a été condamnée en Angleterre pour avoir racketté l'entreprise Gemfield. Elle a fait 1 an de prison. Elle aurait dû faire 4, mais elle est sortie après 1 année pour bonne conduite, hein. Mais la directrice même du cabinet du pouvoir qui était coincée en Angleterre. Ça va trop, ça veut dire que chaque fois, et ça revient à votre question tout à l'heure, je n'ai pas répondu, que l'économie de Madagascar est vraiment euh, prise en otage par les gens du pouvoir. Parce que pour développer une entreprise, pour investir à Madagascar, il faut d'abord raquer à la directrice du cabinet, raquer au président avant qu'il vous donne un rendez-vous, raquer aux gendarmes qui vous arrêtent à chaque coin de rue. Donc, c'est le problème. Et pour terminer, je tiens à vous dire que 2 ministres de la Justice ont été pris en flagrant délit de trafic et de corruption, hein. 2 ministres de la Justice. Et je ne parlerai pas d'autres parce qu'ils me mettraient 2 années de prison. C'est une dernière question. Ah non, attends, comme il faut que je lise devant le truc. Une dernière question qui est tout à fait intéressante, c'est que tu as dit que c'est un pays multi-ethnique. Ouais, Ça veut dire des petits chefferies. ouais. Alors, la question, c'est est-ce que ces différentes coutumes, ces différentes ethnies peuvent se rassembler pour un projet, je ne sais pas de quelle la question, pour un projet malgache? C'est bien ça l'idée, hein? En face des apports exogènes, est-ce qu'on peut créer une unité malgache? Oui, mais bien sûr, jusqu'à maintenant, on a toujours prôné la lutte tribale. À Madagascar, il n'y a jamais eu de lutte tribale, hein. Ça prouve, et en plus, à Madagascar, par les alliances, par les mariages, toutes les ethnies sont mélangées. Donc, moi, Il n'y a pas de problème, a il n'y a pas priori, de à ce problème niveau. a À ce niveau. priori. Ouais. C'est les politiciens qui manipulent cette Non, situation. ta cible, c'est vraiment les politiciens. C'est une maladie, ça, être politicien. Ne le dites pas trop devant parce que je risque. Non, 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 mais moi, je prends mes dispositions, ma responsabilité parce que c'est pour la patrie. Pour la patrie. Mes La patrie. parents se sont toujours battus pour la patrie. Je C'est vois quoi pas. de ton sang, là? Je suis prêt à. J'ai dit à mes petits-enfants que je partirai avec le sac à dos dès que possible.